Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la chute de Maximilien Robespierre, ou le coup du 9 Thermidor, série d'événements qui aboutirent à l'arrestation et à l'exécution de Maximilien Robespierre et de ses alliés le 27 et 28 juillet 1794. Elle marque la fin du règne de la terreur, la fin de la domination des Jacobins sur la Révolution française 1789-1799 et le début de la réaction thermidorienne. Vous voulez en savoir plus sur la chute de Robespierre? Venez avec moi. Le 5 septembre 1793, la jeune République française était en grand danger. Aux frontières, les armées de l'Europe veulent rétablir le roi de France, tandis qu'à l'intérieur du pays, plusieurs villes se rebellent contre le gouvernement révolutionnaire. L'inflation était omniprésente et le chômage endémique. La législature provisoire de la France, le 5 septembre, réclamait du pain à prix abordable et que leurs ennemis soient démasqués et traduits en justice. Ce fut l'étincelle qui donne naissance à la terreur. La Convention nationale répond à leur demande en confiant le pouvoir exécutif à une assemblée de 12 hommes, le Comité de salut public, chargé de défendre la République et de démasquer les traîtres. Pour donner au comité l'autorité nécessaire, la Convention nationale accepte de suspendre la nouvelle constitution républicaine de 1793 et se met au travail pour superviser l'arrestation et l'exécution de milliers de suspects. Elle réforme l'armée, ce qui conduit à des victoires majeures des armées françaises durant la guerre de la première coalition, 1792-1797. À la fin de l'année 1793, les révoltes fédéralistes furent écrasées, les invasions étrangères contrecarrées et les supposés agents contre-révolutionnaires emprisonnés ou exécutés. La France avait payé de son sang cette nouvelle sécurité et nombreux étaient ceux qui espéraient que la terreur pourrait maintenant prendre fin et la Constitution en sommeil serait maintenant mise en œuvre. Pourtant, le Comité de salut public n'était pas prêt à abandonner ses pouvoirs. Maximilien Robespierre, dont la position dominante au sein du comité faisait de lui le dirigeant effectif de la France, était convaincu qu'il existait encore des contre-révolutionnaires qu'il fallait démasquer et exécuter. Autrefois avocat dans la ville d'Arras, Robespierre s'était hissé au premier rang du club révolutionnaire des Jacobins grâce à sa quête inébranlable d'une république vertueuse dans laquelle les citoyens faisaient passer le bien commun avant leurs désirs. Robespierre croyait fermement que la seule façon de parvenir à une république juste et équitable était d'éradiquer la corruption et la tyrannie de la société. Son refus de transiger sur ses convictions lui valut d'être à la fois aimé par ses partisans et considéré comme impitoyable par ses ennemis. Il assimilait ses propres principes à ceux de la Révolution, de sorte que ne pas être d'accord avec lui revenait à être en désaccord avec la Révolution. Cela équivalait à de la trahison et à la mort. Robespierre envoie à la guillotine les ennemis de sa gauche et de sa droite. Ces luttes de pouvoir au cours du règne de la terreur virent l'exécution de Georges Danton, de Camille Desmoulins, deux chefs révolutionnaires qui étaient auparavant des amis proches et des alliés de Robespierre, mais devenus ses ennemis lorsqu'ils plaident en faveur de la réduction, voire de la fin de la terreur, leur coûte à leur tête. Le 8 juin 1794, les Jacobins organisent une grande fête sur le Champ de Mars pour célébrer le nouveau culte de l'être suprême, une religion déiste entièrement conçue et mise en œuvre par Robespierre. Vêtu ostensiblement d'un manteau bleu ciel, d'un pantalon doré et d'une ceinture tricolore, Robespierre jouait le rôle du grand prêtre de ce nouveau culte étrange. Prononçant des discours complaisants du haut d'une énorme montagne artificielle. Selon certains témoignages, un demi-million de personnes assistent à cette fête qui marque le sommet de la popularité de Robespierre. De nombreux députés de la Convention furent troublés par cette évolution, y voyant une tentative de Robespierre de s'affirmer en tant que dictateur. Jacques-Alexis Thuriot, qui avait été un ami de Danton, murmure à un compagnon « Regardez le bougre, il ne lui suffit pas d'être le maître, il faut qu'il soit Dieu !» 2 jours seulement après la fête de l'être suprême, Robespierre présente à la Convention nationale la loi du 22 Prairial, rédigée par Georges Couthon, un robespierriste du comité du salut public. La loi avait été rédigée en réponse à 2 tentatives d'assassinat sur Robespierre et son collègue Culot d'Herbois en mai. La loi intensifie la terreur en accélérant les procès et en augmentant la probabilité d'un verdict de mort.
Après l'application de cette loi, le 10 juin et 27 juillet, 1400 personnes furent guillotinées dans la seule ville de Paris. Pendant ce temps, Robespierre continue de consolider son pouvoir. Il contrôle depuis longtemps le très influent club des Jacobins et domine désormais également le puissant comité du salut public. Au sein du comité, Robespierre forme un triumvirat avec ses partisans Couthon et Louis-Antoine de Saint-Just, l'archange de la mort. Tous trois élaborent la loi et règnent désormais en véritable maître sur la France. Bien sûr, ils ne pouvaient se maintenir au pouvoir sans leurs alliés de la Commune de Paris. Le gouvernement de la ville était contrôlé par Claude Payan, ami de Robespierre, tandis que Fouquier-Tinville, le terrible accusateur public, connu pour suivre les ordres de Robespierre à la lettre et avoir guillotiné Marie-Antoinette, Danton, etc. En juillet 1794, Robespierre et ses partisans semblent être sur la voie d'une dictature permanente. La France s'enfonce encore un peu plus au plus profond de la terreur. Cependant, Robespierre et les siens possèdent également de nombreux ennemis. Joseph Fouché, représentant en mission, avait été rappelé dans la capitale par Robespierre en raison de sa politique athée et de sa répression particulièrement brutale de la révolte de Lyon. Paul Barras, qui avait supervisé le siège de Toulon, fut également rappelé après avoir été accusé de s'être enrichi à la suite du siège. Jean-Lambert Tallien se sent lésé lorsque Robespierre ordonne l'arrestation de sa maîtresse de 21 ans. Marc-Guillaume Vadier, membre éminent du comité de sûreté générale, qui avait lui-même joué un rôle important dans la terreur, se retourne contre Robespierre lorsque celui-ci retire une grande partie de son autorité sur la police. Tous ces hommes avaient des raisons de croire qu'ils étaient les prochains sur la liste de Robespierre à être exécutés. Se sentant acculés, ces hommes connus plus tard sous le nom de Thermidoriens devinrent beaucoup plus dangereux par le fait que leur vie était en jeu. Ils furent involontairement aidés par Robespierre en personne, qui se retire de la vie publique le 18 juin et ne réapparut que très rarement jusqu'au 26 juillet. La raison de ce retrait est inconnue. On a supposé que sa santé était défaillante, car il est devenu visiblement plus frêle depuis son accession au pouvoir. D'autres ont avancé l'idée qu'il était fatigué ou que les exécutions de Danton et de Desmoulins pesaient lourdement sur sa conscience. Quoi qu'il en soit, son absence donne à ses ennemis le temps de se rassembler et de planifier leur attaque. Il parle ouvertement de la Convention et de la tyrannie de Robespierre, qualifiant d'assassin et dénonçant son comportement égocentrique à la fête de l'être suprême. Ils furent aidés dans leur argumentation par les réalités de la terreur qui continuaient de s'intensifier entre juin et juillet. 26 personnes en moyenne furent exécutées chaque jour. Selon les mots de Fouquier-Tinville, les têtes tombaient comme des ardoises du toit. Si tous les ennemis de Robespierre ne souhaitaient pas nécessairement mettre fin à la terreur, une grande partie de la France s'était lassée de cette effusion de sang, ce qui joua en faveur des conspirateurs. Le 26 juillet, Robespierre sort de sa retraite pour se défendre des attaques politiques. Il prononce un discours de 2 heures devant la Convention nationale, mais ce qui avait commencé comme un hommage à la Révolution se transforme peu à peu en une mise en garde contre une vaste conspiration contre-révolutionnaire destinée à renverser la République. Il se défend contre les accusations dictatoriales, se demandant qui pouvait vraiment croire qu'il souhaitait voir la Convention se couper la gorge de ses propres mains. Les vrais monstres, déclare-t-il, se faisaient passer pour des patriotes dévoués se cachant à la fois dans la Convention et dans le comité du salut public. Il prétend posséder une liste de traîtres qui serait bientôt démasquée et traduite en justice. Il ne cite aucun nom, à l'exception de celui de Pierre Cabon, chef du comité des finances, et se contente de laisser le reste des députés se demander lesquels d'entre eux étaient des traîtres. Dans un premier temps, le discours semble avoir été chaleureusement accueilli. Georges Couthon propose un vote sur l'opportunité de l'imprimer et de le distribuer aux provinces, comme il était d'usage pour les discours de la Convention. La Convention semblait prête à suivre aveuglément le protocole, jusqu'à ce que Cambon se lève timidement, réalisant probablement que s'il ne parlait pas maintenant, il serait sûrement conduit à la guillotine. N'ayant plus rien à perdre, Cambon déclare qu'il est temps de dire toute la vérité. Un homme paralyse la Convention nationale. Cet homme est celui qui vient de faire un discours. C'est Robespierre. Cambon fut bousculé par les alliés de Robespierre, mais il était trop tard. Comme une inondation, les députés se lèvent et demandent à Robespierre de citer les noms de ceux qui l'accusaient.
Robespierre refuse. La Convention en plein tumulte vote contre la publication du discours. Le soir même, Robespierre, plein de défis, relit son discours au Club des Jacobins, où il fut accueilli par des applaudissements nourris. Coulot d'Herbois, Billaud Varenne, deux rivaux de Robespierre au sein du comité du salut public, furent chassés du club par des Jacobins déchaînés, criant « À la guillotine! À la guillotine !» Robespierre conclut son discours en promettant, comme à son habitude, qu'il donnerait volontiers sa vie pour le bien de la patrie. 4 ans plus tôt, Louis-Antoine Saint-Just, l'archange de la mort, était un garçon inconnu qui avait écrit avec enthousiasme une lettre à Robespierre. Aujourd'hui à 26 ans, il était l'un des hommes les plus puissants de France, dont la position et la vie dépendaient de sa capacité à défendre l'homme qu'il avait idolâtré. Il avait passé toute sa nuit à préparer le discours qu'il s'apprêtait à prononcer devant la Convention nationale. En cette belle matinée ensoleillée du 27 juillet 1794, mais à peine prononça-t-il sa première phrase qu'il fut conspué par une cascade de voix. Tallien l'accuse de prononcer un discours non approuvé, tandis que Billaud Varenne raconte comment il avait été chassé des Jacobins la veille. Culot d'Herbois, qui exerçait ce jour-là la funeste fonction de président de la Convention, ne fit rien pour arrêter la folie. À la tribune, Saint-Just reste figé sans voix, incapable de lancer l'une des contre-attaques enflammées qui avait fait sa réputation. Robespierre prend la défense de Saint-Just, ce qui lui vaut d'être bruyamment hué et chahuté par les députés réunis qui criaient « À bas le tyran !» Les députés se moquent des tentatives désespérées de Robespierre de parler par-dessus l'agitation, l'un d'eux criant « C'est le sang de Danton qui t'étouffe !» À cela, Robespierre élève suffisamment la voix pour rétorquer « Danton, c'est Danton que vous regrettez. Lâche, pourquoi ne l'avez-vous pas défendu ?» Brandissant un poignard, Tallien demande l'arrestation de Robespierre et de ses alliés dont Saint-Just, Couthon, Philippe-François-Joseph et Henriot, commandant de la garde nationale, ce dernier n'étant pas présent. Cette motion fut adoptée à une large majorité. Augustin, le jeune frère de Robespierre, demande à être arrêté avec eux, ce qui lui fut accordé. Mais l'arrestation des robespierristes provoque la colère de la Commune et des clubs des Jacobins, qui menacent de se révolter contre la Convention. Henriot ordonne aux prisons de Paris de refuser de recevoir les prisonniers livrés sur ordre de la Convention nationale. Par la suite, à la tombée de la nuit, les 5 prisonniers étaient libres et se cachaient à l'hôtel de ville. Le soulèvement promis par Henriot et les Jacobins n'a jamais eu lieu. Ironie du sort. Le pouvoir de la Commune et des sans-culottes parisiens avait été grandement diminué par la terreur. Les sections parisiennes avaient été infiltrées par des agents fidèles à la Convention. De plus, les communications et les mouvements de troupes furent entravés alors que l'insurrection peinait à s'organiser. La Convention déclare que les robespierristes en fuite étaient hors la loi, les privant ainsi de leur droit à un procès. Le 28 juillet, à 2 heures du matin, des soldats à la solde de Paul Barras pénètrent dans l'hôtel de ville après avoir passé les gardes nationaux en devinant le mot de passe assez prévisible « Vive Robespierre !» Pendant que les soldats montaient les escaliers, Robespierre était en train de signer un décret appelant officiellement la Commune aux armes. Lorsque les soldats firent irruption dans la pièce où les robespierristes étaient réunis, ce fut le chaos le plus total. Augustin Robespierre tente de s'échapper par une fenêtre, se faufilant le long d'un rebord, jusqu'à ce qu'il ne glisse et n'atterrisse dans la rue en contrebas. Il sera ramassé plus tard à moitié mort. Couthon, qui se déplaçait en fauteuil roulant, tombe dans un escalier et se fend la tête. Le bas sort 2 pistolets, en remet un à Robespierre et utilise l'autre pour se suicider. Robespierre, qui n'avait jamais manipulé d'arme à feu de sa vie, essaya peut-être de faire de même. Si tel est le cas, la tentative fut bâclée et la balle ne fait que lui briser la mâchoire. Seul Saint-Just resta immobile, acceptant stoïquement son sort. Entre 2h et 3h du matin, Robespierre, blessé, fut transporté au comité du salut public. Allongé sur une planche, quelqu'un noua un bandage blanc autour de sa mâchoire qui saignait abondamment. Robespierre passe la dernière nuit de sa vie à prendre et à perdre conscience, et ce, dans d'atroces souffrances.
À 9 heures du matin, Robespierre, Couthon et Saint-Just furent conduits devant le tribunal révolutionnaire. Le cadavre mutilé de Lebas et Augustin Robespierre à l'agonie furent également amenés, ainsi que Henriot, Payenne et 16 autres fonctionnaires fidèles à Robespierre. Ils furent tous condamnés à mourir ce jour-là et furent emmenés à la guillotine. Robespierre était assis dans la charrette, les yeux fermés, les traits masqués par des bandages. Alors qu'il roulait dans les rues vers l'échafaud, on entendait une femme crier « Va maintenant, méchant, descends dans ta tombe, chargé des malédictions des épouses et des mères de France !» Certains des condamnés durent être portés jusqu'à la guillotine, mais Robespierre monte les marches sans aucune aide. Il enlève sa veste tachée de sang avant que le bourreau ne lui arrache les bandages du visage pour permettre à la lame de la guillotine de tomber librement. Cet acte cause à Robespierre une douleur atroce dans ses derniers instants. Il pousse un cri aigu et primitif qui ne fut étouffé que par la chute de la lame. La mort de Robespierre provoque des applaudissements nourris de la part de la foule, qui dure apparemment 15 minutes. Avec lui s'éteignait la terreur et la domination de l'idéologie jacobine. Comme on l'a vu, la chute de Robespierre est consécutive à une série d'événements qui se sont déroulés du 26 juillet 1794 vers midi au 28 juillet. Il marque la fin de la période dénommée a posteriori la Terreur. Cet événement correspond au jour de l'arrestation de Robespierre à la Convention nationale et ouvre la période dite de la Convention thermidorienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.